Bonsoir, bienvenue dans ce 20h dont voici le sommaire. Ils étaient appelés aux urnes, donc militaires et paramilitaires ont voté hier et aujourd'hui. Fin d'un week-end de scrutin. Dans ce journal, une de nos équipes nous parlera du taux de participation dans un centre de vote. Et puis toujours dans l'ambiance des élections, les marches des candidats engagés dans la course à la présidentielle, autorisées ou pas autorisées, et pourquoi? On en parle tout à l'heure avec le préfet de Dakar. Et puis on fera un tour en Syrie où le bilan de la répression des funérailles de ce week-end est lourd, 6 morts. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Bonsoir. Le vote des militaires et paramilitaires a pris fin ce dimanche. Nos reporters se sont rendus à Guédiawaye, plus précisément à l'école 16. Là-bas, il n'y a que 2 bureaux de vote et si aucun incident n'est à signaler, il reste que le taux de participation est très faible. Et la Thierry Dramé nous en parle. École 16 de Guédiawaye, il reste à peine une demi-heure avant la fermeture des bureaux. Il n'y en a que 2 et les électeurs, militaires et paramilitaires, mais en civil, arrivent au compte-gouttes. Le vote jusque-là se déroule bien. Ça se déroule sans incident. Tout se passe bien, comme vous le constatez. L'atmosphère est détendue ici. On n'a enregistré aucun problème. Mais que tout se passe normalement, il n'y a pas d'incident majeur. À quelques minutes de la fermeture, des observateurs arrivent. Ils ne sont pas les premiers, d'autres les ont précédés. On a reçu ce matin et hier aussi des observateurs au niveau africain, au niveau de l'ambassade des États-Unis et au niveau de l'Union européenne, qui sont passés, ils ont passé quelques moments avec nous. Ils ont vu comment se déroulaient les opérations et ils n'ont pas eu beaucoup d'observations à nous faire. 18h, les bureaux ferment et les chiffres tombent. Dans le bureau 1, sur 711 inscrits, 101 ont voté le samedi et 63 ce dimanche, soit 164 votants. Et dans le bureau de vote 2, sur 376 inscrits, 54 ont voté samedi et 46 ce dimanche, soit 100 votants. Le constat est là, le taux de participation est faible. Il y a une faible participation parce que hier, en fin de journée, on se retrouvait avec 101 votants. Donc aujourd'hui, il y en a moins. Faible taux de participation, mais pas beaucoup de représentants également des coalitions de partis. Dans le bureau 2, il n'y en a eu que 7. À la fin du vote, les urnes sont scellées et envoyées au tribunal départemental sous bonne escorte. Et puis sachez que le petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif est en visite au Sénégal. Chérif Tahir Tidjani est arrivé cet après-midi dans notre capitale. Son séjour au Sénégal entre dans le cadre des visites traditionnelles qu'effectuait la famille de son grand-père auprès de la famille Tidjane de notre pays. Ces visites renforcent les liens séculaires qui unissent les 2 familles. Chérif Tidjani a été reçu à la Zawiya Seyd El Haj Malik Sy à Dakar où il s'est adressé à la communauté Tidjane. Vous pourrez d'ailleurs suivre après le journal de la campagne une page spéciale consacrée à cette visite. Et puis après les événements survenus à la Zawiya El Haj Malik Sy, justement, vendredi dernier, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, présente ses excuses à la communauté tidjane. Maître Ousmane Ngom regrette ce qui s'est passé et invite la classe politique à la retenue. Il invite en même temps à distinguer les lieux de culte du terrain politique. Je vous propose d'écouter Maître Ousmane Ngom. Je voudrais avant tout présenter en mon nom personnel et au nom de toute la police nationale nos excuses les plus sincères à la Tariqa Tijaniya et à toute la communauté musulmane du Sénégal pour cet incident malheureux qu'il y a eu au niveau de la Zawiya El Haj Malik Sy. Nous regrettons profondément ce qui s'est passé. Et nous sommes sûrs que cela ne peut pas être intentionnel, car l'État du Sénégal, au plus haut niveau, mais aussi au niveau de tous ses démembrements, entretient les meilleures relations avec les chefs religieux de notre pays et est également garant de la liberté de culte et du respect des lieux de culte, des différents sanctuaires où le culte s'exerce, qu'il s'agit d'ailleurs du culte musulman ou des autres cultes. A fortiori pour la Zawiya El Haj Malik Sy, qui au-delà même du fait que c'est un lieu de culte connu, est un sanctuaire symbolique. Non seulement pour la communauté tidjane du Sénégal, mais pour tous les musulmans du Sénégal. Et donc ce qui s'est passé ne peut être vraiment qu'une bavure regrettable que nous regrettons profondément.
Je voudrais également dire que aussitôt après les événements, j'ai pris contact avec les autorités de la Tijania, notamment avec le porte-parole de la famille, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, mais aussi avec Serigne Mbaye Sy Mansour, avec qui je me suis entretenu et à qui j'ai présenté immédiatement nos excuses. À la suite de ces échanges, Serigne Abdou a souhaité et suggéré que je me rende à Tivaouane pour que nous puissions de vive voix parler au Khalife général Serigne Mansour et que je puisse réitérer ses excuses. C'est la raison de mon déplacement sur Tivaouane, car encore une fois, nous regrettons profondément ce qui s'est passé et nous réitérons donc nos excuses à toute la communauté tijane et à toute la communauté musulmane du Sénégal. Maintenant, je voudrais également dire que il faut aussi regretter que cet incident ait pu être exploité à des fins politiques, car au Sénégal, autant les relations entre les autorités religieuses et les autorités politiques ou les autorités de l'État sont excellentes, autant il ne faut pas qu'il y ait une confusion de genre. Les deux actes s'exercent sur des terrains tout à fait différents. La politique doit se mener au niveau des lieux où elle doit l'être, alors que la religion doit s'exercer au niveau des lieux de culte. Et c'est elle seule qui doit s'y exercer, on ne doit pas mélanger les genres. Alors, il faut donc que nous évitions, et je lance un appel à tous les acteurs politiques, de quelque bord qu'ils soient, que nous évitions d'exploiter à des fins politiques la religion, que nous puissions continuer à respecter justement cette étanchéité qu'il y a entre l'exercice du culte et l'action politique. Ce qui n'a rien à voir avec le rôle social que les chefs religieux, en tant que leaders d'opinion, peuvent jouer à tout instant pour prêcher des valeurs positives, pour prêcher des vertus à l'endroit de tous les Sénégalais, afin que nous puissions avoir un nouveau type de Sénégalais imbu de valeurs positives. Maître Ousmane Ngom au micro de Mbaye Thiam. Et puis depuis plusieurs jours maintenant, la capitale est le théâtre de marches le plus souvent interdites par l'autorité. Les candidats à la présidentielle ou encore les associations qui organisent le plus souvent ces manifestations ont-ils le droit de le faire? La question mérite d'être posée, d'autant que ces marches font l'objet d'interdictions matérialisées le plus souvent par des arrêtés. Issa Touré a posé la question au préfet de Dakar et voici sa réponse. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur la base d'une appréciation des faits et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a pris un acte pour interdire les manifestations dans l'espace compris entre l'avenue El Hadji Malick Sy et le Cap Manuel. Je voudrais donc rappeler que cet acte a été pris pour des raisons de sécurité. Et cet acte a bel et bien un fondement légal. C'est la loi 78-02 et la loi 74-13. La première a trait aux réunions et la seconde, donc, organise les manifestations sur la voie publique. Donc ce sont ces dispositions légales, législatives, qui habilitent le ministre de l'Intérieur, premier responsable de l'ordre public, à agir par voie réglementaire pour véritablement gérer les libertés dans un espace donné. Et donc, par rapport à ceux qui prétendent que cet acte n'a pas de base légale, je réponds par le contraire en disant bel et bien que la loi 112-02, tout comme la loi que j'ai citée tantôt, la loi de 74 sur les manifestations de la liberté, des libertés sur la voie publique, aménage la possibilité à l'autorité administrative, le ministre de l'Intérieur, les gouverneurs, préfets et sous-préfets, d'agir par voie réglementaire pour circonscrire des libertés. On ne peut pas nous demander donc d'aller à l'Assemblée demander une loi pour réglementer donc ou restreindre des libertés.
C'était Ibrahima Sakho, préfet de Dakar. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'intégralité de cet entretien après le journal La Campagne, comme d'ailleurs vous pourrez suivre également la rencontre des Tidjanes à la Zawiya El Hadj Malick Sy, ici même à Dakar. Parlons à présent de nos universités. Celle de Ziguinchor va bientôt disposer d'un incubateur industriel. La première pierre de l'édifice qui va abriter ce pôle a été posée par le ministre d'État, ministre de l'Industrie. Coût de ce projet financé par l'État du Sénégal, 130 millions de nos francs. À terme, l'incubateur va accompagner les porteurs de projets tout en capitalisant les résultats de la recherche effectuée par les établissements. Ziguinchor suit ainsi Saint-Louis dans la dynamique d'implantation des incubateurs. Ousmane Garifay. Le ministre d'État a posé la pierre symbolique en compagnie du recteur de l'université et des autorités administratives locales. Sur ce terrain vierge de 300 mètres carrés sera érigé dans les meilleurs délais un incubateur industriel, un projet innovant de par sa configuration. L'objectif ici recherché est de, mettre en œuvre les actions de la politique de redéploiement industriel au cœur de laquelle les universités, comme moteur de production du savoir, doivent contribuer, à la création de richesses dans le milieu dans lequel elles sont implantées. Après Saint-Louis, Ziguinchor et son université deviennent la deuxième ville au Sénégal à disposer de ce nouvel outil qui va aider à capitaliser la recherche. Nous avons ouvert beaucoup de masters, notamment dans le domaine de l'agroforesterie et des industries agroalimentaires. Cela va permettre, avec cet incubateur, de passer de la recherche à la création d'entreprises et à la génération de richesses. L'objectif, c'est de pouvoir apporter de l'innovation dans la valorisation de nos ressources et les mettre sur des marchés porteurs de valeur ajoutée. Ce n'est pas normal qu'on implante une université dans un milieu où il y a des milliers de tonnes de mangue qui pourrissent, des milliers de tonnes d'oranges qui pourrissent, etc. De l'anacarde qui n'est pas valorisé. L'université n'a plus de sens dans ces conditions. Donc nous avons pensé que l'université de Ziguinchor peut être un outil qui va, accélérer la spécialisation de la région en région, de l'agro-industrie. Le deuxième incubateur ainsi créé par le ministère rend plus que jamais effective la nouvelle approche du développement industriel du Sénégal, déclinée par le chef de l'État. C'est ça, la mission que nous a consignée le chef de l'État en nous demandant de planter des incubateurs dans les universités, dans les zones industrielles, pour permettre à ceux qui veulent entreprendre et qui veulent créer des richesses et qui n'ont pas les moyens de se trouver des bureaux, qui n'ont pas les moyens de se trouver des locaux, de trouver déjà une infrastructure qui est déjà là, pour leur permettre déjà de créer de petites PME. Quand ils se développeront, ils vont aller se déporter ailleurs. Une presse à huile est octroyée à l'université dans la foulée, en tête-à-tête. Enseignants, étudiants, autorités rectorales ont salué le choix porté sur leur établissement pour abriter le projet. Le recteur a pour sa part dressé la cartographie pédagogique de l'université de Ziguinchor pour coller aux objectifs de l'incubateur industriel. Je vous propose à présent un tour du continent sous forme de télégrammes illustrés. Nous irons en RDC et au Maroc, mais nous entamons notre périple avec cette réunion de la CEDEAO et de l'Union africaine concernant la sécurité au Sahel. Si sur la route, vous voyez un accident avec des gens qui sont blessés, vous allez les aider, vous allez les sauver. Ici, il ne s'agit pas d'accidents, mais de crises alimentaires qui risquent de secouer le Sahel si les autorités compétentes ne prennent pas les devants. Pour éviter cette situation catastrophique, gouvernements, ONG et partenaires au développement se sont mobilisés. Ce qu'on peut faire pour les sauver, c'est exactement ce qui est initié ici. Ces 30 millions qui sont déjà programmés vont nous permettre, et nous permettent déjà, de passer des commandes pour des aliments nutritifs qui sont les plus adaptés pour assister qui? Pour assister les personnes les plus vulnérables dans cette situation. Je veux dire par là les enfants de moins de 2 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Ces sommes considérables ont été déboursées par l'Union européenne pour endiguer le mal. Au Sahel, si la réponse qui est nécessaire maintenant est de nature humanitaire, les problèmes ne le sont pas. Ce sont bien des causes structurelles qui amplifient les effets du changement climatique. Les 30 millions d'euros que nous mettons à disposition du PAM représentent pour ECHO le
plus grande contribution accordée au Sahel à une seule organisation la même année. Et donc je laisse à présent le soin à notre partenaire, le PAM, de nous expliquer, de nous dire en quelques mots comment toute cette vaste opération va se déployer sur le terrain. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui en termes de prévention, c'est ça qui va empêcher que dans quelques mois, quand la période de soudure sera à son pic, c'est ça qui va empêcher que la situation ne s'aggrave. Plus de 3000 enfants mourent chaque année par manque de moyens en Afrique, selon des sondages effectués par le PAM. Pour éradiquer ce fléau, les partenaires au développement devraient octroyer plus de financement à certains pays africains. Ah oui, vous venez plutôt de suivre ce reportage de Choro Djeng sur la crise alimentaire qui sévit dans le Sahel et l'Union européenne qui a mis la main à la poche 19 milliards de nos francs pour justement sécuriser l'alimentation dans le Sahel, et c'est le programme alimentaire mondial qui est chargé justement de l'exécution de ce programme. Allez, je vous propose maintenant un tour du continent en bref. Nous irons, comme dit tout à l'heure, en RDC au Maroc, mais nous entamons notre tour du continent avec cette réunion de la CEDEAO et de l'Union africaine concernant la sécurité au Sahel. La sécurité au Sahel, au cœur de deux grandes réunions ce week-end sur le continent. 14 chefs d'État se sont retrouvés à Cotonou dans le cadre de l'Union africaine, alors que la CEDEAO s'était donné rendez-vous à Abuja. Alassane Ouattara a été élu à l'unanimité président de la CEDEAO. Comme les autres présidents d'Afrique de l'Ouest, il s'est dit préoccupé par les conséquences de la rébellion Touareg dans le nord du Mali. Nous avons arrêté de donner aux autorités maliennes une somme de 3 millions de dollars pour aider au plan humanitaire. Et bien entendu, nous continuerons de surveiller le développement et l'évolution des choses. Les pays du Maghreb réunis à Rabat pour redynamiser leurs relations après les révolutions arabes. Les ministres des Affaires étrangères du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie, de la Tunisie et de la Libye veulent relancer l'UMA, une organisation censée devenir un vaste marché de libre-échange. Première étape, la programmation d'un sommet d'ici la fin de l'année. En République démocratique du Congo, l'UDPS interdit à ses députés de siéger dans la nouvelle Assemblée nationale. Le parti d'Étienne Tshisekedi a pris sa décision en session extraordinaire. L'UDPS n'est pas concerné par ce forum illégitime issu des manipulations du laboratoire de Ngoï Mulunda et abusivement appelé session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Une décision logique puisque Étienne Tshisekedi, autoproclamé président, considère illégales les élections de novembre. Son parti détient 41 sièges à l'Assemblée nationale, juste derrière celui de Joseph Kabila qui compte 63 députés. Toujours à l'étranger, on fait le point en Syrie puisqu'on en sait un peu plus sur les conséquences de la répression de l'armée lors des funérailles de ce week-end. 6 personnes y ont péri alors que la médiation de la Chine n'a encore rien donné. La tension monte d'un cran. Ces images amateurs ont été tournées samedi dans la capitale syrienne. 15 à 20 000 personnes rassemblées pour assister aux funérailles de plusieurs manifestants abattus la veille par les forces de sécurité. C'est la deuxième journée de manifestation anti-Al-Assad à Damas, qui plus est dans le quartier stratégique de Mazé. Situé en contrebas du palais présidentiel, il abrite de nombreux bâtiments gouvernementaux et de services de sécurité. La réponse des forces de l'ordre ne se fait pas attendre. Elles ouvrent le feu à balles réelles, tuant un manifestant. La répression continue donc de plus belle. Bilan pour la journée de samedi, 6 morts dans le pays. Ce dimanche, les militants pro-démocratie ont appelé à la désobéissance civile et dit s'attendre à des manifestations monstres. Dans ce contexte, les efforts de médiation de l'émissaire chinois actuellement en Syrie apparaissent bien vains. Après s'être entretenu avec le président Bachar al-Assad, il a rencontré certains représentants de l'opposition dite modérée. La Chine maintient que les violences doivent cesser et demande à toutes les parties syriennes de s'asseoir à la table des négociations pour arriver à un accord de réforme globale.
Selon la chaîne de télévision américaine NBC, des drones américains survolent actuellement la Syrie pour suivre les attaques contre l'opposition et les civils. Et particulièrement à Homs, où après 2 semaines de pilonnage, la situation humanitaire est critique. Et puis au chapitre de la formation, le PALAM, le projet d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté. Les écoles placées sous sa responsabilité seront bientôt fonctionnelles. La directrice du projet, en compagnie de la tutelle, a visité les chantiers situés dans la zone de Diourbel. Pape Bounatiaou nous en parle. Ils sont au total 138 venus de Kaffrine et de Diourbel. Ces volontaires bénéficient d'une formation de 30 jours en alphabétisation, un programme qui intègre la composante 1 du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté PALAM, à savoir l'accès à une alphabétisation fonctionnelle. Avec le PALAM, nous formons les enfants exclus ou déscolarisés. Avec le PALAM, nous formons des jeunes, adolescents, sans emploi, sans formation. Mais avec le PALAM aussi, nous formons des adultes, femmes, et ainsi nous réglons la question de la pauvreté par une approche familiale. Les volontaires devront servir dans des écoles communautaires de base construites dans les zones d'intervention du PALAM. La directrice du projet et la tutelle ont procédé à une visite au pas de charge des ECB en construction dans la zone de Diourbel. La prochaine étape, c'est la formation planifiée, concertée et de l'alphabétisation et des aspects techniques pour leur permettre sous peu d'être formés en gestion, organisés en micro-entreprise et leur permettre d'accéder aux ressources financières. Le PALAM a entre autres objectif de former 2000 jeunes et 6000 femmes en alphabétisation fonctionnelle et déjà les populations des zones cibles approuvent et accueillent le projet à bras ouverts. C'est un programme qui est là pour développer notre communauté et si on prend le projet au sérieux et on fait tout ce qu'on nous demande de faire, là, je sais que sérieusement le président de la République, de même que Madame le ministre et tous les acteurs du projet ne veulent que le développement de leur pays. Et c'est aux populations maintenant d'approprier le projet. Le même projet prend en charge les femmes qui ne peuvent plus gérer leur foyer, et les apprendre un métier, les financer des projets de développement. Nous ne pouvons que vraiment applaudir. Ce programme placé sous la tutelle de mon département vise à contribuer à la réduction de la pauvreté au sein de la population rurale et féminine par l'accès à une alphabétisation fonctionnelle centrée sur les compétences et par l'accès aux services de microfinance favorisant l'autodéveloppement et constitue sans nul doute une réponse concrète à l'emploi des jeunes et des femmes à travers ces différentes composantes. Le PALAM entre ainsi de plein pied dans sa phase expérimentale. Le projet a pour objectif principal de contribuer à la réduction de la pauvreté au sein des populations vivant en zone rurale. Saint-Louis, ville propre. Après Dakarembourg, la vieille cité entame dès ce lundi une vaste opération contre l'insalubrité. Une opération de propreté qui va rafraîchir le visage des quartiers de l'ancienne capitale de l'AOF, pour le moment envahis par les ordures ménagères. Le constat est de notre reporter Tchorodiang. La ville de Saint-Louis est envahie par des ordures ménagères, de l'entrée de la ville en passant par Pikine, Guet-Ndar, Gorumbach et le nord. Les tas d'immondices envahissent les rues. Le ministre du cadre de vie et de la culture entend apporter une solution. Awa Ndiaye a effectué un tour dans les différents quartiers pour constater l'ampleur de la situation. Nous demandons aux autorités municipales de nous aider à enlever ces ordures. C'est très dangereux pour la santé des populations. Ces ordures n'ont pas été enlevées et cela est nuisible pour la santé de nos enfants. Nous remercions vivement le ministre Awa Ndiaye. Une vaste opération de désherbage, d'enlèvement de gravats et de dépôts sauvages d'ordures est prévue ce lundi sur toute l'étendue de la vieille ville. Une opération fortement attendue par les populations de Saint-Louis. On boucle la boucle avec du sport avec l'AS Pikine. L'équipe fanion de la banlieue de Dakar vient de réceptionner un bus don du président de la République. Lors de la cérémonie de réception hier, les responsables de l'équipe ont dit toute leur satisfaction mais aussi leurs ambitions, dont celle de gagner de nombreux trophées pour cette présente saison. Reportage Ibrahim Andong.
Fini les soucis liés au déplacement de l'AS Pikine dans les régions. L'équipe dispose désormais de ce nouveau bus. Il est estimé à plus de 15 millions de nos francs. L'œuvre est du président Abdoulaye Wade, facilitée par le concours du président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, président d'honneur de l'équipe Fagnon de la banlieue. Je suis tellement content. Et l'ensemble des Pikinois, tous les jeunes de Pikine sont tellement contents. Ça, je vous l'assure. Et moi, je ne parle pas beaucoup. Si je parle, c'est parce que j'ai vu quelque chose. On nous a donné un bus, on nous a aidé financièrement et il reste d'autres choses. Il va nous aider pour notre projet de l'immeuble de 11 étages et l'autre turbine, de deuxième turbine pour le stade Alassane Djigo. On dépensait beaucoup d'argent sur le transport par rapport ici au niveau de Dakar, dans les régions Casamance, Dara. Tout récemment, on va y aller à Dara. On espérait payer 300 ou 400 000. Donc s'il y a un bus qui est là, on fait que du essence ou bien du gasoil pour arrêter ça. Donc ça va. Habillés aux couleurs de leur équipe, nombreux sont les fans qui ont effectué le déplacement pour assister à la réception de ce joyau. Le football, porté dans le département par l'AS Pikine, peut être l'un des moteurs pour changer complètement dans une dynamique de changement des comportements, du changement du visage de la banlieue. Je pense qu'à Pikine, il y a tellement de talent dans le domaine du football qu'avec le dynamisme et la vision des dirigeants actuels qui ont une grande ambition pour le développement de Pikine. Les frais de déplacement de la saison dernière sont estimés à près de 20 millions. Ce bus est donc une bouffée d'oxygène pour la trésorerie de l'AS Pikine. Vainqueur de la Coupe de la Ligue l'année dernière, les Rouges et Verts ambitionnent d'être sur le toit du football sénégalais pour la saison 2011-2012. Ainsi prend fin cette édition, les rendez-vous de la soirée 23h le journal avec Pabiran Bigendiaï. Bien avant cela, à 21h pile, la deuxième tranche du journal de la campagne. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain avec toute l'équipe de la matinale au grand complet, comme vous le savez, du lundi au vendredi. RTS vous sert avec beaucoup de bonheur et bien du Kenkeliba, une émission que vous présentera avec beaucoup de plaisir. Une belle peule, son nom, Mobalde. À très bientôt.